J'ai habité et fréquenté la maison du 1 bis pendant plus de 30 ans sans en connaître son histoire, sans savoir qu'on l'appelait la maison arménienne. Pourtant, autant de familles arméniennes réunies en un seul lieu auraient pu m'interroger. Dès 1926, mes grands-parents s'y sont installés ainsi qu'une trentaine de familles de réfugiés, rescapés du génocide de 1915. 3 générations se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, écrivant les chroniques arméniennes de Choisy-le-Roi. Ուշադրը, որ գբատ կանի բարոն Հրանտ Սարյանի Ադապազարցի 1915 հուլիս 24. Un jour que ma mère est venue me voir, je ne savais même pas que mon père avait écrit ses mémoires. Elle les a retrouvés, elle les avait mis sur une étagère, tout au fond d'un tiroir. Et puis elle a eu l'idée de me les apporter. Alors j'ai commencé à les lire. À son tour, ma tante Isqui a transmis à notre génération le journal de son père qu'elle a traduit en français. Sa lecture a concrétisé le douloureux parcours de ce grand-père que je n'ai jamais connu. J'ai mieux compris l'admiration que beaucoup lui vouaient et j'ai pu ainsi faire sa connaissance. Il a commencé à l'écrire quand la guerre a éclaté. Ils allaient de ville en ville, ils étaient déportés. Mon grand-père avait 15 ans quand il a commencé à écrire son journal. Il le tiendra pendant 22 ans jusqu'à sa mort. La guerre a fait irruption chez nous en juin 1915. Les crieurs publics circulaient dans les rues en proclamant la mobilisation. « Sefer Berik, Sefer Berik !» Dimanche soir, des affiches ont été placardées dans tous les quartiers de la ville. J'ai été les lire. C'était écrit qu'à partir de ce jour, les Arméniens d'Adapazarh allaient être déportés à Konya et dans chaque rue étaient affichées les dates de départ. Alors l'Empire ottoman est entré en guerre en fait tardivement, en novembre, et c'est l'Empire ottoman qui attaque d'ailleurs la Russie, en étant allié avec les puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, puis bientôt la Bulgarie, contre les puissances de l'Entente, France, Angleterre et Russie, donc pour essayer de récupérer des territoires que l'Empire ottoman avait dû céder à la Russie 30 ans ou 40 ans avant, en 1878. Il y a déjà une première conscription qui s'est effectuée de tous les sujets ottomans, enfin de tous les hommes ottomans de 20 à 45 ans, à partir de septembre 14. Et c'est intéressant parce que déjà la conscription est appelée par les sujets ottomans seferbelik, c'est-à-dire déportation pour les paysans anatoliens, pour les paysans des Balkans. Enfin, c'est effectivement partir loin de chez eux et c'est un seferbelik, donc une déportation. Et c'est le début de 4 années d'exil pour ma famille et tant d'autres. Ils rejoindront l'Anatolie parfois en train, en charrette, avec un âne, mais le plus souvent c'est à pied qu'ils rejoindront les camps où des milliers de réfugiés arrivent chaque jour. 29 juillet 1915. Nous étions 11 du côté de mon père. Mes grands-parents, mon oncle, ma tante et mes 2 cousines, mes parents, mon petit frère Onig et ma petite sœur Sierra-Louise qui avait à peine 4 mois. Quand nous sommes passés devant la mairie, mon grand-père est descendu et a déposé nos clés. Puis, nous nous sommes mis en route. Le voyage a duré 4 ou 5 heures. Nous sommes arrivés l'après-midi. Il y avait de tous côtés des réfugiés sous des tentes. On n'imagine pas que c'est une déportation à but d'extermination de la population arménienne. D'ailleurs, on a parfois des gens qui ont fermé leur porte à clé et qui, jusqu'aujourd'hui, dans l'exil, ont conservé la clé de la porte de leur maison, espérant retourner un jour. Je suis né en Turquie en 1916. Donc, les massacres n'étaient pas terminés encore. Mais moi, je me rappelle une chose, j'avais 4 ans.
Et les trains, il y avait des gens, des femmes, des hommes, ils étaient presque nus parce qu'ils sautaient, ils couraient pour prendre le train pour se sauver. J'ai vu ces choses-là. À leur arrivée en France, les réfugiés reçoivent une aide précieuse de l'Église et des associations arméniennes. Noémie Kapamadjian, fille de Noubar Pacha, fondateur en 1906 de l'UGAB, l'Union générale arménienne de bienfaisance, fait l'acquisition d'un immeuble à Choisy-le-Roi, au 1 bis rue Rouget de Lille. Le dimanche 7 novembre 1926, dans l'après-midi, nous sommes allés à Choisy-le-Roi nous faire inscrire pour obtenir un logement dans l'immeuble que Madame Kapamadjian venait de faire construire pour les réfugiés arméniens. Ils étaient très contents. Alors ma mère était contente. On les avait qu'une chambre. Moi j'étais née, j'avais 9 mois. Pour nous tous. Mais par la suite aussi, on était donc 3 enfants. Ben, on n'avait toujours qu'une pièce. C'était pas assez, mais on n'était pas malheureux. Quand on rentre dans la maison, on est un petit peu... On est chez nous, quoi. On est en Arménie un peu. Enfin, C'est on vrai. n'est pas en Arménie, mais on est chez est au nous, milieu d'Arméniens. Le passage de la rue à la maison, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Notre tour est arrivé le lundi 28 septembre. À 8 h du matin, un train est venu nous chercher à la gare. Les policiers sont montés dans le train. Ils ont rassemblé les hommes et les ont fait monter sur les toits des wagons. Les femmes, elles, étaient à l'intérieur. C'était dur car il faisait froid là-haut, surtout la nuit. Il y avait tellement de déportés sur le quai. Mon oncle était caché sous les bagages, les gens étaient très serrés, les mères portaient leurs enfants sur les genoux pour qu'ils ne soient pas étouffés. Ma grand-mère, elle venait d'accoucher. Elle avait un bébé. Elle avait un bébé. Voilà. Et le bébé, comme elle était incapable de s'en occuper et qu'elle savait que ça allait mal se passer, le soir, elle le mettait dehors au froid pour qu'il meure de froid. Et ma mère, en cachette, elle se levait, elle allait le chercher, et elle le prenait, Elle le couvrait, et comme ça, le bébé, il continuait à vivre. Et elle nous a raconté qu'un soir, elle s'est endormie, elle n'est pas allée le chercher, le lendemain... Le bébé était décédé. Ma petite sœur Cyralous nous donnait beaucoup de mal car nous étions déjà fatigués de marcher et en plus nous devions la porter chacun notre tour. Une fois mon père, une fois moi, une fois ma mère. Nous avons marché comme ça jusqu'au soir vers les collines. Nous vivions le prélude d'un océan de souffrance. Les longues files de réfugiés avec leurs bagages serpentaient comme un torrent à travers les montagnes. À ce moment-là, nous étions dans une grande misère. Maman et Onig ramassaient des épluchures d'oranges dans les poubelles pour les manger. Ces choses qui ont eu lieu, ces choses d'où nous provenons, sont insupportables. On ne peut pas les supporter, pourtant on a dû les supporter. Eux ont dû les supporter pour survivre, et nous, pour faire avec cet héritage. La guerre est terminée depuis le 30 octobre 18. L'Empire ottoman a signé l'armistice de Mudros. Le gouvernement jeune turc responsable des massacres, l'extermination est en fuite. Il y a un nouveau gouvernement, dit le gouvernement d'armistice, qui est en place. Les Arméniens dont tout le monde sait qu'ils ont été des victimes de cette guerre, sortent soit de leur cachette, parfois dans les montagnes, ou bien sont ramenés dans leur foyer par les Alliés. 14 mars 1919. Tout le monde voulait partir, mais il n'y avait qu'un train par semaine pour Adana. Il devint très difficile de se procurer des billets. Ma mère se résigna à rester à Alep, mais moi j'ai décidé de m'en aller. Cela faisait 4 ans que j'avais quitté ma ville d'Adabazar. Je suis allé voir notre maison. La ville semblait déserte. De nombreuses maisons étaient détruites et d'autres paraissaient inhabitées. J'ai visité entièrement la nôtre et une grande tristesse m'envahit. Je me suis souvenu du passé et de la gaieté qui y régnait. J'ai pensé à mon père dont nous n'avions plus de nouvelles depuis si longtemps, à ma mère, à mon frère bien sûr, à ma sœur que j'attendais avec impatience. Nous étions partis à 11 et nous n'étions plus que 4. En 2021, il y a à peu près 300 000 Arméniens qui sont revenus.
300 000 Arméniens dans l'Empire ottoman. Au premier recensement turc de 1927, ils ne seront plus que 65 000. Mais entre-temps, Mustafa Kemal, qui n'a pas accepté la défaite et le démembrement prévu de l'Empire, a repris la bataille et il a commencé à s'attaquer aux plus faibles, dont notamment les rescapés arméniens revenus dans leur foyer. Et donc les Arméniens vont subir un deuxième exode et cet exode sera souvent définitif. D'ailleurs, sur les passeports, il y a la fameuse phrase « retour interdit ». Durant cette période, les Arméniens ont perdu 90% de leur territoire et les 2 tiers d'entre eux ont été déportés ou massacrés, soit 1 500 000 personnes. En 1922, apprenant que tous les orphelins allaient être transférés en Grèce, mon grand-père a pu bénéficier du Secours national grâce à l'œuvre de bienfaisance américaine, le Near East Relief. 1600 orphelins se sont entassés dans les soutes. Le lendemain matin, à 11h30, le bateau a levé l'ancre et Constantinople a disparu peu à peu de ma vue. J'avais beaucoup de peine. Je laissais ma mère, ma sœur et mon collège dans lequel j'avais mis toutes mes espérances et mes rêves d'avenir. Il aura fallu 5 mois à mon grand-père pour atteindre la France, qui deviendra son nouveau pays. Je suis resté 4 mois à Marseille. Puis j'ai décidé de tenter ma chance à Paris. Avec 10 francs en poche et un billet demi-tarif en tant que réfugié, le jeudi 31 juillet 1923, j'ai pris le rapide de 19h50 pour la capitale. La particularité, c'est que nous étions tous des Arméniens, réfugiés et pauvres. Tout le monde était pauvre, tout le monde avait tout perdu en Turquie. Finalement, ce qui est détruit, ce ne sont pas seulement les êtres humains, c'est les liens entre eux. Donc, il faut créer des liens autour de soi pour recréer un lieu symbolique. Il y a une âme, il y a une chaleur, existe une chaleur qui beaucoup de familles arméniennes habitaient ici, après partir, après mort, après nés ici dans cette maison. Nous sommes un petit peuple, il faut nous aimer. Il faut nous accrocher, il faut nous garder nos racines. C'est ça la valeur. J'ai éprouvé de m'ancrer. Je pense qu'il s'agissait de la même chose dans cette maison collective, c'est-à-dire de créer artificiellement une sorte d'île, en quelque sorte, une île dans un océan de tourmente, à partir de laquelle on va donc s'enraciner pour créer un avenir. Je vais te dire, mes parents étaient d'Adabazar, et tous ceux qui étaient d'Adabazar, ils formaient une espèce de clan, ils s'aimaient et tout, ils s'adoraient. Ils allaient, d'ailleurs, on allait tous les uns et les autres. Les relations s'établissent au nom d'une appartenance commune. Et l'appartenance commune, qui serait celle de tel ou tel village, est une appartenance en rapport avec l'amour de ce lieu. C'est-à-dire qu'il y a de l'affect dans le lien social comme dans la relation, et le lien est plus englobant, évidemment, le lien social. Et c'est vraiment ça, la destructivité du génocide. Tu n'as pas d'autres photos à me montrer? Si. Tiens, je vais te montrer ça. J'ai vu que tu avais apporté beaucoup de photos avec toi. C'est sa tante maternelle, Louise, à Pascal Légitimus. Nous, on n'est pas partis à cause du génocide. Je suis née en 1946. Mais il y a eu un massacre en 1955, je ne me souviens plus très bien. Et en 1955, il y a une rumeur qui se répand que les Grecs auraient attaqué la maison natale de Mustafa Kemal dans les Balkans. Et ça va déclencher des pogroms donc dans la ville, qui s'en prennent à nouveau aux minorités, donc grecs et arméniens. La famille de maman qui était venue après le génocide, ils ont dit on a notre sœur qui est là-bas, faut qu'on la sauve de là-bas. C'est comme ça qu'on est arrivé en France.
Je suis arrivée à l'âge de 9 ans. Les gens de l'immeuble nous ont accueillis. On était 2 petits orphelins. On était souvent très gâtés par les voisins, qui sont devenus des amis finalement. On parlait arménien, on chantait, on s'amusait. Les enfants, entre eux, parlaient français après, en jouant. Mais dans les maisons, c'était l'arménien. À la maison, il ne fallait pas qu'on parle un mot de français. Et puis dehors, il ne voulait pas qu'on parle arménien, parce qu'on est mal vu quand on parle. Enfin, d'après lui, c'était pas poli de parler arménien dehors. On avait tous nos clés sur la porte, tout le monde venait nous voir et on allait chez eux sans demander si on pouvait rentrer ou pas. C'était très familial. On avait fini de manger, tout d'un coup on entendait toc 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 à la porte, on ouvrait, ah, c'était un tel ou un tel qui venait, ou ah, bah, je vous en prie, venez. Alors les gens, c'était un peu la veillée si tu veux, ils prenaient le café, ils discutaient, c'était agréable, et nous les petits on aimait bien entendre les grandes personnes. Et dès qu'on s'approchait un petit peu, Ils se taisaient. elle s'arrêtait de parler pour qu'on n'entende pas, pour qu'on n'écoute pas. Ou quelquefois, ils parlaient en turc. 30 octobre 1923. Suite à une annonce parue dans le journal, j'ai quitté ma place à l'hôtel Lutetia et j'ai commencé à travailler dans une entreprise d'emballage de chocolat. Mais ce n'était pas bien payé. Aussi, j'ai décidé de ne pas rester non plus à cette place. J'ai demandé mon compte. Le 12 novembre, j'étais embauché chez Renault. Ceux qui travaillaient, on trouvait du travail à Paris. Mais les femmes faisaient de la couture à la maison. Ma tante Novart, elle avait trouvé un gilotier qui faisait des gilets et des pantalons à Choisy. Il y en a un qui était chauffeur de taxi, il y a même son taxi qui était dans la cour, là où on jouait dedans. Il y avait Roger qui était fourreur. Et puis Monsieur Tatossian, alors lui, il travaillait à l'UGAP. Tous les jeudis, il prenait tous les enfants et il donnait des cours d'arménien. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Hago ». Alors, clac, ça me figeait, Il disait « Tu travailles bien à l'école ?» Oui. « Dis-moi tes notes ». Alors, il fallait que je lui dise mes notes. Oh là là. Alors, si je pouvais l'éviter, je peux te dire que je l'évitais. Le papa de Valentine, il travaillait pour Harach, le journal. C'était un journal qui a été créé vers 1925. Le titre veut dire en avant, hein, c'est la traduction du Vorwärts allemand, donc c'est un journal qui s'inscrit dans le champ socialiste. Le fondateur, Csavárs Missakian, avait déjà fondé des journaux dans l'Empire ottoman, est un rescapé de la rafle du 24 avril, enfin il a réussi à s'enfuir juste avant. Les Arméniens s'installent dans l'exil et Harach va accompagner cet exil arménien. Nous, on disait qu'on était arménien. Moi, partout où j'allais, je disais je suis arménien. Peut-être toi, mais pas moi. Moi, j'avais le complexe de mon nom. J'avais une institutrice à l'école. Quand elle disait Megjian, alors que tout le monde autour de moi s'appelait Dumoulin, Dupont. Elle crachait ton nom, elle crachait. Mais quand je suis arrivée à l'âge de 14-15 ans, que je me suis affirmée, c'était Azniv jusqu'à maintenant. Partout où je suis passée, dans ma vie professionnelle, partout, Azniv. Je suis arrivé dans cette maison en 1976. Déjà beaucoup d'Arméniens qui habitaient ici, beaucoup de familles. Mais ici, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Et ben alors, je commençais à travailler encore plus fort parce que l'espace, c'est magnifique. À la demande des élus de la ville, David Yerevansi a réalisé ces fresques qui ornent la façade du 1 bis. L'une d'elles représente l'arche de Noé échouée sur le mont Ararat.
Donc arrivés en France, mais beaucoup posent leurs valises, beaucoup ont encore le rêve de retourner. Ils arrivent souvent avec un statut qui a été forgé notamment pour eux et pour les Russes dénationalisés comme eux massivement, donc le statut d'apatride créé par Nansen qui les autorise à circuler et qui leur donne surtout le droit de travailler dans les pays d'accueil et où ils ont tous les droits des citoyens sauf le droit de vote. Bon. Mais ils sont mobilisés par exemple. Au mois de septembre 1937, j'étais appelé sous les drapeaux. Étant donné que nous, les Arméniens et les Russes blancs, ils n'avaient pas de patrie. Nous avions un passeport nancénien. On ne nous a pas envoyés en Afrique combattre ni rien, mais dans l'armée française. Ceux qui n'aiment pas la France, ils doivent partir ailleurs, pour moi. Voilà. Alors, s'ils aiment la France, ils doivent rester la France, ils doivent servir la France. Ça vaut le coup. La grande vague de naturalisation datera de l'après-deuxième guerre, lorsque justement ils auront payé l'impôt du sang, participant à la guerre, soit dans les armées régulières, parfois en étant déportés comme prisonniers de guerre, soit en participant à la résistance. Alors il y a bien sûr la résistance du groupe Manouchian, que l'on connaît très bien. Vous savez ce qu'il a dit, Manouchian? En tournant devant le tribunal, il a dit « Vous avez acquis par votre naissance la nationalité française. Et nous, par notre sang. » Voilà. La veille de la déclaration de guerre, déjà, l'avant-veille, la ville de Choisy avait proposé aux parents qui voulaient mettre leurs enfants à l'abri de les mettre en sécurité dans la Nièvre. Ma mère a accepté. Au début, il n'y avait rien, mais la directrice était extraordinaire. Elle a tout arrangé avec la mairie de Choisy. Donc, on a eu des tables, des chaises, chacune un petit lit. J'ai reçu une lettre de Marseille de la famille Alvadjian que maman avait contactée pour moi. J'ai pris le train pour Marseille, je me suis présenté chez eux, ils ont fait appeler leur fille Araxi. Je l'ai vue, je l'ai trouvée bien. Le lendemain, j'ai décidé de me fiancer. La cérémonie a eu lieu en présence de quelques amis. Nous avons échangé nos anneaux. J'ai joué du violon. Il y a une chose que j'adorais, c'était que tu passais devant les portes. Il y avait des odeurs, parce que toutes les femmes faisaient la cuisine. Oh là là, déjà ça te mettait en appétit. Surtout à Pâques, avec les tchérés, les odeurs, c'était extraordinaire. Ta grand-mère ramassait des roses et elle faisait de la confiture de roses. Elle distribuait à tout le monde dans des petits pots pour que tout le monde en goûte. Les mères cueillaient la hartsanne pour cuisiner, quoi. C'est bon. Avec du riz, des oignons, des tomates, un petit filet de citron dessus. Au fond du jardin, il y avait une petite table et 2 chaises, et puis tout autour, il y avait tous les Arméniens. Et ils regardaient le jeu de tableau. Tu connais ce jeu-là? Celui qui avait gagné, alors il y avait quelqu'un qui sonnait dans une trompette, et puis il y a quelqu'un qui allait chercher un roum et il donnait à celui qui avait gagné. Tous les jeudis, c'était le film de cow-boy au cinéma Splendide. Tous les samedis, on allait aux douches municipaux. Il y avait une fenêtre, alors on regardait par la fenêtre et on voyait la Seine. La Seine est large, là, cet endroit-là. Alors ça nous semblait, c'est comme si c'était la mer pour nous. Il y avait le Sporting Club, alors là on défendait les couleurs de Choisy-le-Roi. On se sentait de Choisy, vraiment. Oui, parce que tout en habitant dans la maison dite arménienne, ce n'était pas du tout un ghetto. On était arméniens et vraiment français, choisiens. En 2004, pour célébrer le 60e anniversaire de la libération de Choisy-le-Roi, la ville demande à David Yerevansi de créer une statue, la naissance de la paix. Elle est érigée dans le parc de la mairie. Maternité, naissance de la paix. Il y a une force dedans. Il a un enfant qui a besoin de jouer avec Colombe de la paix. Sans la paix, n'existe pas la vie. Comment possible la guerre? 1937. À partir du 18 février, mes maux d'estomac se sont intensifiés. J'ai maigri de 2 kilos.
J'ai de nouveau passé des radios à la Salpêtrière, mais ils n'ont rien trouvé. Le 23 août 1938, Ferenc Sarjan, mon grand-père, décède d'un ulcère à l'estomac. Il avait 38 ans. L'héritage, comme je dis souvent, se fait en sens inverse, c'est-à-dire que c'est aux générations suivantes d'aller rechercher ce qu'il y a dans ces trésors et de les mettre en récit et de les mettre au monde, en fait. Les mettre en récit, c'est les mettre au monde. Il y a un rapport entre la mise en récit et le désir de s'affranchir d'une dette, parce que ce qui est mis en récit, c'est ce qui a été transmis sans parole par les survivants. Quand on est revenu un jour de Turquie on était sur le bateau, et à l'approche de Marseille, on était sur le pont, et ma mère se met à pleurer. Elle venait de quitter ses parents, sa mère, son frère, sa sœur qui était à Istanbul, et on ne les avait pas vus depuis la guerre. Elle a eu les larmes aux yeux. Moi, j'ai vu ces larmes, je lui ai demandé, j'ai dit... Elle revenait en France, quoi, je sais pas. Elle a été heureuse de retrouver la France. Ça veut dire qu'elle avait vraiment adopté la France. Oh, c'était merveilleux, la France, parce que ça représentait la liberté. Et pour les Arméniens, Azadoutioun, c'est le plus grand mot, la liberté. Ma mère, elle chantait tout le temps Azadoutian Silunamar, Chadajunet, Zafetan. Pour l'amour de la liberté, beaucoup de sang a été versé. Si le 1 bis a vu 3 générations se succéder, aujourd'hui la maison s'est ouverte à une population plus diversifiée. Le 31 mai 2015, nous nous sommes réunis. Pour certains d'entre nous, plus de 30 ans avaient passé quand nous nous sommes revus ce jour-là. Et pourtant, l'impression d'appartenir à une seule grande famille demeurait en chacun de nous. Au-delà des souvenirs, notre passé dans cette maison nous unissait comme un lien invisible et adoucissait ainsi l'absence trop présente de nos grands-parents. Gitme ni koçinari bo itmernim sira bojolorik vira bojolorik lorik sira bojolorik lorik can. Azan kısa işte. Vurgunlar.